Bonjour à tous, donc je reprends la séance 6 dans laquelle, que nous avions commencé et dans cette séance 6, nous travaillions justement la question des aveux dans La Princesse de Clèves. La notion d'aveu s'oppose à la notion de secret dans La Princesse de Clèves et s'il est question d'aveu dans La Princesse de Clèves, il est surtout question d'aveu des passions, qui doivent rester cachées à la cour, sans quoi vous êtes fortement en danger. On l'avait déjà évoqué, donc je ne vais pas revenir sur cette partie de cours. Simplement que en abordant la notion d'aveu, on pense aussi à une autre donnée, une autre dimension que peut avoir La Princesse de Clèves. C'est pas simplement un roman moral, c'est pas simplement une chronique, c'est pas simplement du coup un roman historique, ça peut aussi être un roman d'analyse. La raison pour laquelle on a une fine analyse psychologique du personnage. Cette analyse psychologique, elle peut être rattachée à différents objets dans l'œuvre, et c'est ce que j'ai tâché d'énumérer dans la page suivante. Donc je vous demande de bien vouloir tourner votre cours. Afin de faire émerger les passions et de mettre à jour l'intériorité de l'âme de notre personnage, et notamment ses passions, Madame de Lafayette utilise de nombreux outils qui sont propres au roman, mais pas uniquement, vous verrez, mais en tout cas on va travailler principalement sur ceux qui sont propres au roman, et je vous stipulerai quand est-ce que c'est vraiment en lien avec le roman. Donc l'auteur utilise différents outils pour faire émerger les passions de la princesse euh, qu'elle essaie de cacher. D'abord, Madame de Lafayette utilise un narrateur omniscient qui va bien se garder de proposer un jugement sur son personnage, mais qui va explorer les sentiments tumultueux, non pas que de la princesse, mais aussi des autres personnages. Et donc, on va voir apparaître ce qu'on appelle des soliloques au théâtre. Ce sont des pensées intérieures que le personnage met à jour à voix haute au théâtre. Et là, on va entendre carrément la pensée intérieure des personnages grâce au narrateur omniscient. La princesse le fait souvent après des événements qui sont à relier à la passion. Par exemple, quand il y a la scène du vol du portrait de la princesse par le duc de Nemours sous les yeux de la princesse qui reste... qui ne bouge pas d'un iota et qui laisse le duc voler son portrait. La découverte de la lettre, après les rencontres du duc de Nemours, tout ça, tous ces moments-là laissent place aux pensées intérieures de la princesse qui se livre à de longues réflexions. Et dans ces réflexions, on observe un dilemme entre passion et raison, ce qui est typique du dilemme cornélien, c'est-à-dire du dilemme hérité de l'auteur Corneille, l'auteur de théâtre de Corneille, que Madame de Lafayette connaissait évidemment puisqu'il lui est contemporain. Donc on va voir apparaître dans ces soliloques un moi raisonnable de la princesse et un moi sensible qui laisse ses passions divaguer. Autre élément, les dialogues au style direct, qu'on appelle aussi les paroles rapportées au style direct. Chez Madame de Lafayette, les paroles rapportées trahissent la passion des personnages, puisque le logos trahit l'éros, c'est-à-dire le discours trahit l'amour. C'est le cas dans les aveux que fait la princesse à son mari, on verra tout à l'heure, on va étudier le texte, qui vont faire surgir les pleurs, la culpabilité, la jalousie, la colère. Généralement, quand Madame de Lafayette laisse parler ses personnages, c'est pour faire émerger l'idée qu'ils ne maîtrisent pas leur discours parce qu'ils ne maîtrisent pas leur passion. Et que de ce fait, leur discours ou leur parole devient un élément indicateur du degré de leur passion. Ensuite, l'aveu tout court, qui peut être simple ou double, qui peut être conscient ou inconscient, ou si vous préférez volontaire ou involontaire, est un ressort dramatique dans La Princesse de Clèves, de même qu'un ressort psychologique. On va justement travailler sur de nombreux aveux dans les 5 prochains textes. La lettre, évidemment, occupe une place centrale dans l'œuvre, vous l'avez vu, vous avez dû le lire, notamment la lettre que la princesse et le duc de Nemours vont devoir rédiger à deux mains sous la bienveillance du prince de Clèves.
Elle va permettre, cette rédaction de lettres, un moment d'intimité. Les récits enchâssés, évidemment, vont révéler la vérité des passions des personnages, jusqu'alors inconnus. Donc les personnages dont on parle, comme ceux de Madame de Tournon, qui cachaient bien son jeu, eh bien ces récits enchâssés vont faire émerger les passions de Madame de Tournon, par exemple. Donc du coup, ces récits deviennent des révélateurs de passion. Et pour la princesse, ils fonctionnent comme des alertes par un biais cathartique. C'est-à-dire que ce qu'elle voit et ce qu'elle entend au travers des récits enchâssés lui permet de vivre une passion et de lui faire entrevoir les dangers de celle-ci. Et par ce biais, c'est censé la contraindre à ne pas se plonger elle-même dans ses propres passions. Les lieux isolés, alors qu'on pourrait croire que le lieu isolé permet de mettre sous cloche sa passion, au contraire, quand on éclate un lieu isolé ou quand un lieu isolé est pénétré, alors du coup, ces lieux d'intimité deviennent des lieux de fausse intimité et la passion devient alors évidente puisqu'elle est mise à jour. On pense qu'il s'agit d'un lieu de retraite, mais quand il y a un tiers dans ces lieux de retraite, eh bien ces lieux de retraite deviennent des lieux où la passion se révèle inconsciemment. Le corps, en général, précisément le corps de la princesse et le corps du prince de Clèves, trahissent l'évolution de la passion. Je vous rappelle que quand même le prince meurt de sa propre passion, que la princesse est victime d'une folie passagère quand elle était prise de jalousie, mais les rougissements de la princesse aussi signalent l'envahissement de la passion. Donc le corps est un véritable ennemi de la raison, puisqu'il est l'agent même de la passion. Dans un temps d'activité du cours, je souhaitais que vous lisiez les 5 textes que que je vous ai proposés, que vous notiez le contexte dans lequel le texte apparaissait, quelle passion était révélée, quels personnages ont trouvé ou alors quelle était l'originalité des circonstances de cette révélation à travers les aveux. Quelles étaient les conséquences de ces aveux? Et puis enfin, quelle fonction, quel enjeu joue le rôle de l'aveu? On a vu qu'il était possible d'avoir un aveu qui avait une fonction romanesque, dramatique, un aveu qui avait une fonction psychologique et un aveu qui avait une fonction morale. Ce que vous pouvez faire, pour au moins sur un ou deux textes, pour vous entraîner, vous pouvez essayer de réfléchir, donc d'arrêter cette capsule-là et d'essayer de réaliser l'exercice. Je vous conseille évidemment de traiter en priorité le texte dans lequel il est question de l'aveu de la princesse au dieu de Nemours sans qu'elle le sache alors qu'elle est à Coulommiers. Je vais vous indiquer sans plus tarder le numéro du texte. Dans le texte numéro 1, du coup, on observe un contexte assez particulier puisque c'est un aveu qui est celui de Madame de Chartres à sa fille sur ce qu'elle sait des passions de sa propre fille. Et on sait que Madame de Chartres est malade. Et qu'elle est sur son lit de mort. Dans cet extrait, Madame de Chartres révèle très précisément par une parole rapportée au style direct à sa fille le fait qu'elle connaît, qu'elle a aperçu la passion de sa fille pour le duc de Nemours et elle l'alerte des dangers de cette passion. Ce qui est très intéressant dans cet extrait, c'est surtout la toute fin, puisque notre aveu, l'aveu de Madame de Chartres, devient un aveu pour la princesse elle-même qui prend conscience de sa passion. Donc la vérité révélée, la passion révélée ici, c'est la passion de la princesse. Pour de Nemours. Mais cette passion est révélée par sa mère. L'originalité des circonstances et qui pourrait être liée au personnage, c'est qu'en fait, cet aveu ne se fait pas par le biais de la princesse, mais par le biais de sa mère. Donc, c'est Madame de Chartres
qui va lire la passion de sa fille. Et les conséquences sont relativement graves, hein, dans la mesure où en fait cet aveu qui dans l'esprit Madame de Chartres était de stopper la passion de sa fille, au contraire va lui faire prendre conscience de cette passion, et du coup ça va être le démarrage pour la princesse de Clèves de la passion et de sa gestion de la passion pour de Nemours. Donc les conséquences vont démarrer en fait la fiction. Donc les conséquences, je le répète, sont majeures. La princesse reconnaît sa passion et elle va devoir vivre avec. On est du coup à l'opposé de ce qu'elle vivait jusqu'à présent, qui était le déni. En termes de fonction, évidemment, on est largement dans une fonction romanesque, dramatique. C'est ce qui va générer le début de l'action, en fait, toute l'intrigue. Et puis dans la bouche de Madame de Chartres, évidemment, il y a une fonction morale, puisqu'elle prévient sa fille des dangers de sa passion. Donc ce que je vous propose de faire, là je vous ai donné un exemple, ce que je propose de faire, c'est au moins pour les textes que j'ai cités précédemment, de les lire et puis de travailler dans ce sens-là jusqu'à ce qu'on se revoie, c'est-à-dire lundi en 8. Donc ça vous fait un travail supplémentaire que j'aurai expliqué dans Pronote évidemment. Je pense que vous avez compris le principe. La correction durera environ 15 minutes, pas plus. Voilà. Le but étant que vous connaissiez des textes afférents à l'aveu pour que vous ayez une quantité d'exemples en dissertation qui vous permettent de travailler l'aveu, la passion et puis toute la construction de la passion dans l'œuvre. Donc avant de vous quitter, je surligne les éléments qui me semblaient importants. C'est que Madame de Clèves fondait en larmes... Oh, pardon. Madame de Clèves fondait en larmes sur la main de sa mère. Ici, les larmes de la princesse suggèrent évidemment l'aveu à elle-même, puisque, à nouveau, je vous l'ai dit, le corps trahit la passion, et ici, les larmes suggèrent évidemment la tristesse de la princesse, mais parce qu'elle perd sa mère, mais aussi le fait qu'elle elle reconnaisse dans les paroles de sa mère une vérité. Autre élément, afférent davantage à la morale ici, donc à la fonction morale, donc là on est davantage dans la fonction dramatique de l'aveu, la fonction romanesque. La princesse prend conscience de sa propre passion, et d'une autre manière, on a une fonction morale qui apparaît ici. Ce que j'ai souligné en rouge, je renvoie à une fonction morale, déjà tout simplement parce que Madame de Chartres parle à sa fille et la renvoie à ses devoirs. Vous allez voir le verbe devoir qui est répété 2 fois ici. Songez ce que vous devez à votre mari, songez ce que vous devez à vous-même, et pensez que vous allez perdre cette réputation que vous êtes acquise et que je vous ai tant souhaité. Ayez de la force. Ici, souvenez-vous, j'avais dit que la force morale, c'était la vertu. Donc, elle demande à sa vie de faire preuve de vertu. Retirez-vous de la cour. Or, vous savez que la retraite, c'est quelque chose qui est proprement pascalien, s'extraire du monde pour se concentrer sur soi et sur ses devoirs. Et à la toute fin, vous avez même une menace de la mère, et si ce malheur vous doit arriver, je reçois la mort avec joie pour n'en être pas le témoin. Donc là, carrément, elle lui a dit qu'elle préfère mourir plutôt que de voir sa fille succomber à la passion. Donc concrètement, ici, on voit tout un discours qui est un discours moral pour la princesse. Donc on observe une fonction morale à l'aveu. Donc, de manière méthodique, quand vous voulez justifier les enjeux, je vous demande de faire ainsi, de repérer les enjeux et de mettre en lien avec le texte. C'est ce qui me semble le plus important. Pour le reste, pour tout le travail qui précède fonction et enjeu de l'aveu, il n'est pas nécessaire de surligner. Je pense que vous êtes suffisamment capable de lire le texte et ensuite d'extrapoler dans le tableau. Voilà, je vous laisse sur ces conseils-là, sur la lecture de ce texte-ci, et je vous dis à lundi en 8 avec ce travail fait du coup.
Le texte numéro 2, du coup, dans lequel la princesse avoue à son mari sa passion sans pour autant divulguer l'identité de celui qu'elle aime. Voilà, il s'agit du texte numéro 4 sur lequel vous pouvez vous pencher plus ardemment. Et en texte sur lequel vous pouvez aussi travailler, ce qui me semble aussi intéressant, ce serait le texte numéro